là aujourd'hui, suite à votre intervention l'année dernière à l'Assemblée générale de l'association Naître et Vivre, où il était question d'essayer de réfléchir autour du thème quel impact la mort d'un tout petit au sein de la famille et par rapport à l'avenir même de cette famille. Donc l'idée était de reprendre quelques éléments et puis des points de repère en tout cas pour continuer notre réflexion sur ce sujet-là en tout cas. C'est une après-midi dont je me souviens bien. Elle avait été tout à fait intense et je pense intense aussi à la mesure de la souffrance qui est en jeu à chaque fois qu'il est question de parler de deuil périnatal, donc de la mort d'un enfant en très bas âge, un tout petit peu avant, pendant ou un tout petit peu après la naissance. Cette souffrance, c'est vraiment la première question, ce qui vient au premier plan parce qu'elle est présente, elle est intensément présente et encore pendant très longtemps des fois après l'événement. Cette souffrance, elle est incommensurable, en quelque sorte. Cette souffrance, vous la décrivez, vous l'avez décrit dans votre association, enfin les témoignages, comme un tsunami, comme un ravage, comme une dévastation. Et il y a une sorte d'unanimité qui laisse entendre qu'il y a là quelque chose de fondamentalement heurté, endommagé, abîmé, quand un petit enfant meurt. C'est le monde à l'envers. La loi de la succession des générations fait que les parents meurent avant les enfants. Là, c'est tout le contraire qui se passe. Et en plus, c'est un bébé. Et un bébé, eh bien, il est nourri par l'amour des parents pour leur enfant. C'est un amour qui est une nécessité, c'est un amour qui est intense, puissant. Enfin, il est même pas forcément conscient. Et il y a un investissement de soi dans l'enfant, dans le petit enfant à naître qui va arriver, et c'est l'immaturité de l'enfant qui fait que on l'investit comme une partie de soi-même. Et j'ai l'idée comme ça, voilà ce que j'avais proposé comme hypothèse, que parce que c'est un bébé, parce qu'il est terriblement immature et qu'on l'investit comme une partie de soi-même, ordinairement, et tout le monde fait comme ça, eh bien s'il arrive à disparaître, s'il arrive à mourir, alors c'est une partie de soi que l'on perd. Vous parliez de ravage, effectivement, sous des apparences soft, rien n'a bougé, mais à l'intérieur, plus rien, il n'y a que la façade, puisque il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, enfin, tout est plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous diriez que cette souffrance, elle peut rester intacte comme ça pendant des années, même si la vie continue, même si l'apparence est sauvée. Sous des apparences, effectivement, je pense que, en tout cas, les témoignages nous laissent penser que, effectivement, lorsque les parents viennent à l'association, ça peut être très rapidement, mais ça peut être aussi de nombreuses années, et au détour de l'arrivée d'un autre enfant, mais voire même parce que leur fille vient d'avoir un tout petit, ils viennent d'être grands-parents et du coup ils s'autorisent éventuellement d'échanger sur le sujet de la perte de l'enfant qu'ils n'ont jamais parlé jusqu'à présent. C'est intéressant, il s'agit de noter que si l'événement dramatique a un retentissement singulier, dans notre jargon ça veut dire que c'est une personne, un homme, une femme, un père, une mère qui est affecté par le deuil. Notez d'ailleurs à cet égard que le traumatisme, c'est l'événement, mais le traumatisme, c'est le retentissement de l'événement sur cette personne-là. Eh bien, le retentissement n'est pas seulement singulier, il est pluriel inévitablement parce que nous sommes tous des êtres sociaux et que la souffrance est contagieuse. Elle s'infiltre à travers les pores de la peau, si ce n'est pas par la parole, pour se communiquer aux autres. Et nous voilà des familles heurtées par un événement, confrontées à une difficulté majeure de la vie, un événement de vie, qui va faire que, eh bien, ce n'est pas seulement le père seul ou la mère seule qui va être affecté par le deuil, mais c'est le couple
également. Et comment est-ce que l'homme va soutenir sa femme alors que lui-même est confronté à la perte de son enfant en tant que père? Et comment est-ce que la femme va soutenir son homme, son mari, son compagnon, alors qu'elle-même est dévastée par... Donc le retentissement est singulier et il est pluriel. Et il s'agit d'éprouver cela ensemble, ou alors d'être soucieux de protéger l'autre, de ne pas lui en parler, alors que soi-même en souffre et qu'on aurait besoin d'en parler. On est confronté à une complexité croissante si nous parlons des enfants, des autres enfants, qu'ils aient connu leur frère ou leur sœur mort, ou qu'il ne l'ait pas connu, il y a dans la fratrie comme une blessure qui va rester et qui va participer de leur enfance. Leur enfance sera marquée par cet événement, aux grandes dames de leurs parents d'ailleurs, qui vont se dire « Mon Dieu, non seulement je n'ai pas réussi à empêcher un enfant, mon fils, ma fille, de mourir, mais en plus j'ai imposé cette épreuve-là à ses frères et sœurs. » Voilà donc des parents dévastés par la souffrance et qui doivent rester parents malgré tout, et des enfants qui, avec les antennes qu'ils ont, perçoivent tout à fait la douleur. Ils ne la comprennent pas forcément parce qu'on ne leur en parle pas forcément, croyant cela bien faire d'ailleurs. On fait comme si, alors que le souvenir de l'enfant mort est là, et des enfants qui ne savent pas pourquoi leurs parents souffrent, pensent, ça c'est la logique enfantine, qu'ils y sont pour quelque chose, ou qu'au moins ils y sont pour quelque chose dans le fait de ne pas réussir à les soulager de cette souffrance, etc., etc. Et donc leur enfance va être marquée par cet événement, et va se poser la question de comment est-ce qu'ils vont grandir malgré tout, avec des parents marqués par la souffrance, qui peut-être verront à travers l'enfant qui va venir après le souvenir, ou quelque chose d'insupportable, pourquoi celui-là a vécu et pas l'autre, ou qui vont réveiller les souvenirs de l'enfant décédé, marqués par ça, et vous en avez témoigné, et les parents que vous réunissez dans votre association en ont témoigné, marqués par ça, par la crainte, par le désir de protéger, Oui. et la peur de la répétition. Et d'une répétition qui peut se faire effectivement pas seulement dans une transmission qui peut se faire pas seulement dans le moment présent, mais qui peut se faire aussi dans le temps, au fil des années, à la génération suivante. Il faut toujours 3 générations pour faire un enfant. Ça, on le sait, de sorte que ce qui a marqué une génération va être transmis assez inévitablement. La question va être comment ça va se transmettre. Nous, par contre, vous parlez de 3 générations, mais la plupart des parents qui côtoient l'association ne connaissent que 2 générations. Oui, voilà. D'accord. Parce qu'on ne parlait pas, l'association n'a que 30 ans, donc on ne parlait pas de cette transmission. Et on commence à voir maintenant seulement des parents qui viennent pour parce que, donc, en tant que grands-parents, ou alors des sœurs ou des frères d'enfants décédés, qui viennent parce qu'ils sont eux-mêmes parents, et voilà. Donc nous sommes rendus à la 2e génération. Plus on en sait, plus on peut faire face. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose au sein de l'association. Oui, c'est ça. Je suis face à une situation que je n'ai pas anticipée, bien entendu. Maintenant, ce qui m'appartient, c'est d'en savoir le plus possible sur ce qui s'est joué, enfin, qu'est-ce que c'est que cette mort subite du nourrisson, et puis en savoir le plus possible afin de pouvoir en parler, même au sein même de la famille. Vous disiez que c'était important que la souffrance puisse être dite, et bien c'est effectivement, en tout cas, ce qu'on a constaté au sein de l'association, c'est-à-dire que pouvoir offrir aux parents un lieu où on peut dire les choses, où on peut les exprimer. Nous, on dit qu'on essaie de composer avec cette réalité et d'apprendre à vivre avec. L'idée de composer avec me fait penser à cette image que nous avions utilisée quand nous avions parlé ensemble des temps auxquels conjuguer cet événement. Oui. Et là, on pourrait parler désormais du passé composé. Ouais.
Il s'agit de pas oublier en même temps, parce que oublier, ça serait vécu, vous en témoignez, comme un nouvel abandon, comme un nouveau lâchage, ou peut-être comme le fait d'entériner quelque chose qui est inacceptable. Cette souffrance est un compagnon de route, finalement, pour ne pas oublier, c'est aussi ce qui reste de celui ou de celle qui est parti, et c'est aussi une manière de continuer d'être relié à l'enfant mort, c'est-à-dire de continuer à le faire faire partie de soi, en quelque sorte. Mais s'il y a trop de souffrance, en même temps, c'est un peu peine perdue. Si on continue de rester dévasté par cette souffrance, ce sont autant d'entraves aux forces de vie, je ne sais pas comment les appeler autrement. Les forces de vie, il en faut pour soi, pour continuer à vivre, pour composer son existence avec cet événement. Et puis il en faut aussi pour les autres, c'est-à-dire ceux avec qui on vit. Et quand on est parent, les autres, eh bien, ce sont les enfants. Et ces forces de vie qui sont mobilisables malgré tout, sont importantes. Ça me fait penser à ce que disait une maman qui disait « Mais finalement, j'ai découvert qu'il y a une suite après la fin ». C'est pas mal dit, finalement. Il y a une suite après la fin, c'est-à-dire qu'il s'agit de vivre quand même, avec une blessure, certes, mais en même temps une blessure qui peut-être peut se transformer en énergie. Alors je ne vais pas dire positive, ça serait un peu bateau de le dire comme ça, mais en une force, disons, en une vitalité qui puisse être utile. Et je souscris bien sûr, comment pourrais-je ne pas y souscrire, au fait que passer par la parole, se parler entre soi, entre personnes qui ont traversé des événements comme ça, ou parler à quelqu'un dont c'est le métier d'écouter et d'accompagner, eh bien, permet, me semble-t-il, de prendre quelques distances, d'apprivoiser, de pacifier un peu cette souffrance, et de continuer à garder le souvenir de cet enfant mort, c'est-à-dire de le faire durer d'une certaine manière en soi, parmi les membres de la famille, mais lui donner une existence qui ne le résume pas à être un fantôme ou un revenant. Mais bien un enfant qui a été là et qui est là autrement, et du coup qui permet aussi de transformer cette souffrance-là, alors en quoi? En désir peut-être. C'est ce qu'on appelle nous l'héritage. Mais l'héritage côté richesse. Oui. Voilà. Donc bon, ça peut peut-être choquer d'utiliser ces deux termes, mais en tout cas c'est voilà, essayer de faire que ce court passage sur le monde transmette quelque chose, et que cet héritage, ça soit quelque chose qui, contrairement à l'idée qu'on peut avoir de quelque chose de triste, de morbide, etc. Au contraire, que ça soit quelque chose de riche, parce que il y a le avant et le après, et le après n'est pas que tristesse. Cette perte d'enfant, me semble-t-il, est une expérience qui est empreinte de richesse, parce que on redécouvre un certain nombre de choses, de valeurs. Enfin, les choses ne sont plus comme avant, et on sait pourquoi elles ne sont plus comme avant. Donc c'est en ça que c'est un héritage.